Le 21 septembre 2025, Canal+ commence la diffusion de la série Le Club sur les coulisses du FC Versailles. Au fil des épisodes, on voit leurs problématiques de finances, leurs problèmes sportifs pour se maintenir en national, leurs efforts pour vendre des maillots. Mais les gars, ils pensent vraiment qu'ils vont en vendre 100 000 ou quoi? À un moment, vous vous enflammez avec les maillots. Sauf que voilà, ce que Canal+ ne vous dit pas, c'est que le FC Versailles n'est pas un club de foot. Et l'erreur est dans le titre. Le club n'est qu'une partie du sujet. Je le sais parce que le 28 septembre 2024, j'ai reçu ce message de la part de Fabien Lazare, le directeur général du club. Bonsoir Yann, on aimerait bosser avec toi au FC Versailles. Depuis la reprise du club, on essaie de s'entourer des meilleurs et on te suit depuis longtemps avec Alexandre. Hier encore, on a fait un atelier MVB avec l'équipe sur ta vidéo de Jules. On a un projet unique, un peu fou, avec un potentiel énorme et j'aimerais bien te le présenter. Construire une communauté engagée, c'est l'essence même de la réussite d'un club. On a déjà bien avancé, mais on aimerait aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Dis-moi si ça pourrait te chauffer de bosser avec nous. Et dès la première session stratégique avec lui et Alexandre, le président, j'ai compris de quoi FC Versailles était le nom. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler absolument tous les coulisses de cette collaboration. De la redéfinition de la stratégie de branding du FC Versailles. Ouais, le branding. Encore un truc de start-upper, d'école de commerce. Ouais, mais de toute façon, un club de foot, c'est pas une start-up. Sauf qu'en fait, le branding, c'est pas juste refaire un logo. C'est la colonne vertébrale de toute activité. Une marque de fringues, un SaaS, un parti politique, un mec qui fait du stand-up. N'en déplaise aux haters, bang bang. Et le branding, eh bien, c'est la perception qu'on en a. Et dans le foot, comme ailleurs, c'est ça qui déchaîne les passions et qui fait passer à l'action. Je vais donc vous montrer toutes les sessions de travail enregistrées avec les propriétaires du club, les équipes, de la com jusqu'aux sportifs. On verra les choix, les impasses. Je suis pas d'accord avec vous en fait. Ça m'irrite au plus haut point. Bon, vous me faites chier avec votre yette, vous choisissez l'un ou l'autre. La mission supérieure, les objectifs business à aligner et pourquoi. C'est un exercice de transparence absolue encore jamais vu que je vous propose là. Et que le FC Versailles a accepté de me laisser partager. À la fin de cette vidéo, vous saurez vraiment ce qu'est le FC Versailles. Si vous apprenez rien, je vous rembourse. Quand je commence à travailler sur un projet, j'essaie déjà d'évaluer quelle est la brand equity existante autour de la marque. C'est-à-dire tout ce capital émotionnel, symbolique et culturel qu'une marque a accumulé au fil du temps. Et là, on a Versailles, magique. Un attribut connu internationalement qui est incroyable à travailler. Le château, Louis XIV, le raffinement, la grandeur, l'héritage historique. Je vous fais pas un dessin. Le FC Versailles a donc, dès le départ, une matière monstrueuse d'association d'idées dans la tête d'un public international. C'est comme être assis sur un trésor, faut l'utiliser. Mais surtout, c'est impossible à occulter. Parce que c'est Versailles. Donc, symbole de l'élégance française, ouais. Parce que la création d'un attribut de marque est extrêmement long à réaliser. On parle de connexions neuronales qui doivent se répéter et répéter dans le temps pour être vraiment durables. Et puis à côté de ce mot Versailles, il y a un petit préfixe. FC comme football club. Et lui aussi, il est chargé d'images et d'émotions associées. Et ça renvoie au sport populaire par excellence. Les stades, les soirées pizza, les supporters, leur passion, leur excès, le peuple dans la rue, enfin, le peuple tout court quoi. Bref, des classes sociales aux antipodes de ce qu'on imagine quand on prononce Versailles. Et l'association de ces deux éléments crée une dissonance d'entrée de jeu. If you go to a circus and you see a bear, right, that's kind of interesting, but not that much. If you see a unicycle, that's interesting, but you see a bear on a unicycle, that's really interesting, right? So when you combine things you're not supposed to combine, people get interested. Avec le FC Versailles, on est typiquement dans ce cas-là d'ours sur un monocycle. On avait écrit un truc sur notre identité. C'était « on est là où on nous attend pas ». On disait qu'on était des producteurs de yet. Et c'est bien le concept plus général du yet qu'on va retrouver tout le long de cette vidéo. Cette capacité à être deux choses opposées en même temps. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Un ours sur un monocycle, assumé et revendiqué. Quand le conformisme pousse à choisir, c'est là que le yet devient plus intéressant. Mais c'est risqué, parce que ça crée une tension permanente. Et ça dérange, parce que ça rentre dans aucune case. Mais c'est exactement pourquoi le projet est si intéressant. En parlant de déranger, replaçons un peu le contexte du club au moment où j'interviens. On a quand même globalement l'impression que les gens du foot vous voient comme des ovnis et qu'ils vous regardent de façon un peu, C'est pas une impression. pas méfiante, mais étrange, quoi. C'est un club sans âme, loin du foot populaire. Versailles, c'est claqué.
Même pas de stade et encore moins de public. Ils sont pétés de thunes et ils font n'importe quoi. Le projet va s'écrouler. Ils sont meilleurs sur TikTok que sur le terrain. C'est pas un club de foot, c'est le FC LinkedIn. Celle-là, elle est marrante, ouais, oui. On ne veut pas de foot pro à Versailles. On n'a pas besoin de ça. Voilà un petit florilège de ce qui est dit sur le FC Versailles. Dans le monde du foot, dans les institutions du foot, dans les institutions locales. Voilà ce qu'il en est au moment où je rejoins l'aventure. On a donc affaire à deux dirigeants qui dérangent, c'est le moins qu'on puisse dire. Caravane passe ou les chiens à bois. Et ils sont venus dans le foot pour une raison simple. Ils sont convaincus de leur modèle de réussite. Convaincus que leur vision peut fonctionner dans le foot. Et si ça sort des chemins balisés, eh bien soit. Donc mon rôle au départ, c'est de réussir à comprendre le contexte, ce que veulent faire les fondateurs, la culture qu'ils ont insufflée et pourquoi. Le but étant de les aider à structurer cette stratégie. En somme, comprendre les 3 éléments essentiels à une stratégie de branding. Quel est l'ADN, quel est l'état du marché et qu'est-ce que veut l'audience cible. Alors allons-y, commençons avec l'ADN du projet. On a donc avec cette combinaison FC plus Versailles un ADN dont on hérite. Maintenant, il faut comprendre comment on est arrivé à la situation dont je vous parlais. Quelles sont les valeurs de départ des dirigeants, leur moteur psychologique, leurs ambitions, etc. Je dois lister tous les éléments de l'ADN exhaustif, c'est-à-dire tout ce qui dicte leurs actions, et qui infuse consciemment ou inconsciemment dans la culture de l'entreprise. Parce que c'est les actions et leur cohérence qui créent la perception d'une marque. C'est pas ce qu'on dit. C'est ce qu'on fait. Et aucune action doit aller dans le sens opposé. Sinon, on perd la consistance, on perd la confiance. La stratégie de branding, c'est surtout une ligne de conduite. Donc une fois qu'on a l'ensemble de l'ADN exhaustif, on peut décider quels sont les éléments qui nous intéressent et qu'on va pouvoir utiliser pour ce projet. Alors déjà, Alex et Fabien, c'est qui ces mecs-là? Je regarde déjà ce que je trouve en ligne. Alex Mullier, héritier de l'Empire Mullier, tout ça. Quelques interviews, des lignes de CV. Mais surtout, je leur demande de m'enregistrer un podcast, littéralement. Ils m'ont fait un audio de 2 heures chacun pour me raconter leur vie. Salut Yann, j'espère que tu vas bien. Bon, je vais essayer de te raconter un petit peu mon histoire de manière assez exhaustive mais à la fois synthétique. Donc, moi c'est Alexandre, 38 ans, je suis né à Croix, je suis même né à Roubaix et j'ai grandi à Croix. J'apprends plein de trucs, je note les questions pour approfondir si c'est pas clair pour moi. Est-ce que cet aspect vraiment singulier est resté pour toi comme quelque chose de valorisant? Et me voilà avec 2 grosses stories bien exhaustives. Et déjà, ce qui saute aux yeux, c'est le retour de ce pattern ours sur le monocycle. Un héritier et un fils d'agriculteur n'ont en théorie rien à faire ensemble, on y reviendra. Je leur demande à eux et aussi aux autres membres de l'équipe, Louis et Salomon, qui représentent la com, les employés et le sportif, de répondre à 2 autres exercices. Le très classique nuage de mots-clés, auquel ils pensent quand on évoque le FC Versailles. Quand on regroupe les éléments par thème, on trouve toujours des trucs intéressants. Savoir-être, savoir-vivre, growth mindset, team player, esprit entrepreneur, capacité de raisonnement, expertise, travailleur acharné. Singularité, audace, rigueur, considération. Panache, c'est un mot que j'aime beaucoup, j'ai pas utilisé depuis longtemps, panache. 100%. Mais du coup, j'ai l'impression que le panache, c'est un truc qui est important pour tout le monde en fait, ici. Compétiteur quand même, parce que c'est quelque chose que moi je remets quand même en avant à fond. Je me rends compte qu'il y a une analogie vachement forte en fait entre l'entrepreneuriat, le sport. Tout fonctionne dans le secteur de l'entrepreneuriat comme dans le secteur du sport, quoi. C'est intéressant. Et puis, l'exercice des ambassadeurs. Ils doivent chacun m'indiquer quels ambassadeurs fictifs ou réels ils choisiraient et pourquoi. Walt Disney, créatif et ingénieur, donc là on retrouve un peu les fabriqueurs, les doueurs, on va dire. Les Imagineers de Disney. Ce qui m'intéresse ici, c'est les attributs qu'ils valorisent et admirent. Parce que non seulement ça les anime, mais si on arrive à les jouer, ils seront d'autant plus fiers de les représenter. L'équipe sera plus motivée, ils se sentiront plus alignés. Je sais pas, moi il y a un truc qui me motive à fond, c'est que je suis hyper chauvin, je kiffe à fond mon pays, mais je suis pour l'agrégation des différences, tu vois, et j'aimerais bien qu'on arrive à vivre ensemble. Réconciliation entre l'histoire et l'avenir, ça me parle vachement. Voilà, j'ai tous les éléments dont j'ai besoin, passons maintenant au marché. Maintenant qu'on en sait plus sur l'ADN du FC Versailles, il faut comprendre dans quel environnement concurrentiel ils évoluent, et quelle est l'audience à laquelle on s'adresse. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le concurrent du FC Versailles n'est pas forcément un autre club de foot parisien comme le Red Star. Et là, on commence justement à toucher au problème avec Canal+. Parce que oui, initialement, ils sont dans la case club de foot, mais le but, c'est pas du tout de rester dedans, vous allez voir. Et pour analyser le marché, on va commencer avec un premier exercice, et si nous n'existions pas. Le principe est simple, identifier tous les concurrents sur 3 niveaux. Premièrement, les concurrents directs, ceux qui proposent exactement la même chose, donc les autres clubs de foot de la région parisienne, Red Star, Paris FC, etc. Chacun ayant sa spécificité. Red Star, c'est banlieue ou c'est bobo? J'arrive pas trop à savoir. Il y a les deux.
Mais on va aussi lister les autres clubs internationaux atypiques. Une sous-catégorie dans laquelle se retrouve le FC Versailles, de par les éléments visibles de son ADN, comme Wrexham par exemple. Wrexham sur la partie contenu. River. Oui, parce qu'il y a eu une série sur eux, c'est ça? Ouais, ils ont été rachetés par 2 acteurs américains, dont Ryan Reynolds. Et c'est eux qui ont fait Welcome to Wrexham sur Disney, qui a vachement bien marché. D'accord. Ou encore Sunderland, qui avait lui aussi eu son documentaire coulisses sur Netflix. Deuxième niveau, les concurrents indirects. Donc les autres événements sportifs. Potentiellement, les gens auraient pu se dire, est-ce que je vais voir Versailles ou est-ce que je vais voir un match de basket? Donc on a le Racing 92, le Paris Basketball. Oui, mais à Paris, en Ile-de-France. Ils ont créé un truc complètement nouveau en Europe. Complètement. Ouais. Et le niveau 3, ça va être les alternatives compétitives. Tout ce qui peut remplir la même fonction de divertissement. Qu'est-ce qui va finalement remplir la fonction émotionnelle qui fait qu'il n'y a plus besoin d'aller voir le FC Versailles, quoi. Et ça, c'est le concept du job to be done. Vous n'achetez pas un produit, vous embauchez un produit pour réaliser un travail spécifique. Ici, on a se divertir, vivre des émotions, faire partie d'une communauté. Donc, les sorties entre amis, le cinéma, jeux vidéo, communauté de gaming, traîner sur YouTube, etc. Et si on se concentre sur le côté atypique du FC Versailles, on peut se retrouver en concurrence avec toutes sortes d'événements originaux auxquels les gens assistent justement parce qu'ils sont originaux. Alors ça peut être une expo, un showcase. Un exemple caricatural, ce serait le DJ set de Bob Sinclair dans la boulangerie. On distingue bien ce potentiel dans le marché pour des matchs de foot qui ne sont pas que des matchs de foot. Voilà, on liste donc tous ces types de concurrents, on indique quelles sont les spécificités de chacun pour avoir une bonne idée du paysage concurrentiel et ce qu'on peut bien y faire. Deuxième exercice, les personas. Alors ce qu'on appelle les personas dans le marketing, c'est ce genre de fiche là. Laurent, 47 ans, le Valois, cadre, 2 enfants. C'est souvent pas très utile, pas très actionnable parce que c'est fait un peu hors sol dans une salle de réunion. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est le parti psychographique, et puisque tu peux avoir le même moteur psychologique pour une grand-mère ou un jeune skater, quoi. Et pour éviter de créer des personnages fantasmés, on s'appuie sur de vraies études. Parce qu'on t'avait dit qu'on avait mené Oui, de la user research. Utilisateur, ouais. Et on va avoir une restitution des résultats de cette recherche jeudi prochain. L'équipe du FC Versailles avait commandé une étude d'utilisateurs auprès de l'agence Théodo pour identifier les types de spectateurs. Et voilà ce qu'on découvre sur leur audience. C'est un peu 3 personas entre guillemets type. Donc on a le fan early adopter, étudiant dans le 78 qui aime bien ce statut de pionnier. Le désenchanté, quelqu'un qui travaille comme consultant à Paris et qui est un peu dégoûté du foot business et qui cherche à rallumer un petit peu la flamme de la passion. Et la troisième qu'on a appelée la pragmatique, qui est une femme employée au cadre parisienne qui vient occasionnellement entre amis pour la singularité de l'événement. C'est un très bon point de départ qui confirme un peu des hypothèses, mais ça souligne quelques limites. Ça se concentre uniquement sur les spectateurs du stade, alors que le FC Versailles touche des audiences beaucoup plus larges, et notamment sur TikTok par exemple. On a donc organisé d'autres sessions avec Louis, le responsable de la com, pour identifier tous les autres personas qui sont touchés réellement. Pour synthétiser, voilà les 4 points de contact principaux avec leur audience. Dans le stade, en plus des 3 qu'on a déjà vus, il y a bien sûr le COP, donc le noyau dur, en partie des anciens supporters du PSG, qui viennent retrouver de l'authenticité et de la considération. On a aussi les WannaCop, donc des jeunes de 15 à 17 ans qui veulent participer à la construction de quelque chose, et les Versaillais occasionnels. Deuxième point de contact, TikTok. Je sais que sur TikTok, c'est beaucoup de très jeunes. Quand je dis très jeunes, tu vois, je pense pas me tromper en disant qu'il y en a parfois même qui ont moins de 18 ans. 71% d'hommes, 60% de 18-24, 23% de région parisienne. Donc je pense que sur TikTok, il y a beaucoup de turnover, on va dire des gens qui vont voir un contenu, qui vont liker, qui vont commenter, qui vont être engagés et puis qui reverront que le 5e contenu qu'on postera après. Le contenu les intéresse par sa singularité, mais sans réel attachement au club. Troisième point de contact, Instagram, une communauté un peu plus fidèle. Là où sur Insta, on voit que c'est vraiment des gens qui sont beaucoup plus fidèles et beaucoup plus présents et qui suivent déjà le club depuis un bon moment. Et sur Instagram, on retrouve 3 typologies distinctes. Les supporters locaux du 78, ceux qui suivent tout ce qui se passe dans leur département. Quand je vois les profils, je vois beaucoup de 78 dans la bio et je pense que leur objectif, c'est entre guillemets de tenir s'informer de qu'est-ce que le plus gros club des Yvelines fait, comment ils avancent, est-ce que sportivement ça marche. Ceux qu'on a appelés les lifestyle business, donc des gens plutôt jeunes qui sont attirés par les codes de la réussite dans le business, dans le sport ou dans la com. Ils peuvent aussi être attirés par une sorte de néo-patriotisme multiculturel. Et le FC Versailles incarne plutôt bien cette alliance entre héritage historique et modernité. Enfin les derniers, le FC LinkedIn. Le LinkedIn Game,
et est très intéressé par toutes les initiatives entrepreneuriales, on va dire, surtout quand elles sont singulières et qui peuvent les soutenir. Ceux qui suivent le club uniquement pour son approche entrepreneuriale et innovante et à travers le parcours un peu plus personal branding d'Alex. 4e et dernier point, les acheteurs de maillots internationaux. Et on retrouve dans ce groupe 2 motivations d'achat distinctes pour ces maillots. Il y a la recherche de singularité. Mais il y a aussi, il y a, comme tu le dis, ces gens-là qui viennent chercher quelque chose de différent et d'original dans le foot. Donc eux, ils sont attirés par l'aspect fashion et urbain, comme c'est le cas avec Lausanne Sport et son design très streetwear, ou encore comme ça a été le cas avec le club de foot de Venise. Et puis, il y a les Versailles Prestige. Je pense que sur la Corée, on a pas mal vendu. Ce qui a plu, c'est le côté, Versailles français, excellence. Beaucoup plus attaché à ce que représente l'héritage historique de Versailles. Exercice numéro 3, la haine. C'est à moi que tu parles comme ça, ouais. Une fois qu'on a identifié nos personnages, il faut comprendre ce qui les énerve le plus dans cette industrie. Chacun de ces personnages, ce serait pas mal d'aller là-dedans et de nommer pour chacun c'est quoi la haine. C'est un exercice crucial parce que ça va nous donner une liste d'ennemis potentiels pour peu que ça s'aligne avec les ennemis de l'ADN. Alors pour le early adopter, l'inaccessibilité à un statut de participant et les gros clubs mondialisés sans âme. Pour le désenchanté, c'est la perte des valeurs authentiques. La Coupe du Monde au Qatar, ça lui a pas trop plu. Et aussi cette inaccessibilité financière croissante. Et la cherté aussi quand tu veux aller voir un match du PSG. Okay, d'accord. De même pas connaître les propriétaires des clubs qui sont des émirs au Qatar ou je sais pas quoi. Je pense que Pour la pragmatique, ça va être les violences, les débordements autour du foot qui gâchent l'expérience. Pour le COP, la perte des traditions. Donc lui, de façon générale, ce serait le foot aseptisé aussi, qui lui plairait pas. Pour les WannaCop, c'est l'impossibilité d'avoir un impact visible. Pour l'audience TikTok, c'est le conformisme des communications des clubs. Pour le FC LinkedIn, c'est l'opacité, le manque de rationalité dans un milieu qu'il juge comme archaïque. Donc voilà pour l'analyse des frustrations de l'audience. Comme on va le voir dans la partie suivante, c'est en comprenant les aspirations profondes de cette audience qu'on va pouvoir essayer de construire une stratégie de branding qui résonne émotionnellement avec eux. Et ce qu'il faut bien comprendre avec ces personas, c'est qu'une seule et même personne peut être plusieurs personas. Le désenchanté du stade peut être sur Instagram, peut acheter des maillots, il n'y a pas de segmentation, c'est absolument pas hermétique. Le défi est donc pas de créer 4 stratégies pour les 4 points de contact, mais une stratégie de branding suffisamment riche et impactante pour fonctionner sur les 4 points de contact simultanément. Mais là, vous commencez à voir le problème. Comment faire une marque cohérente qui va parler en même temps à des anciens ultra nostalgiques, à des gens sur TikTok volatiles, à des professionnels branchés ou encore des collectionneurs de maillots internationaux. À ce niveau-là, on n'exclut pas de devoir se couper d'une partie de l'audience parce qu'on veut garder la cohérence et l'impact. Pour mieux comprendre l'audience cible, on a fait avec le FC Versailles un exercice que j'apprécie particulièrement, Hero Guide Quête. Ça se fait en 3 parties, mais ici on va se concentrer sur la partie la plus importante, la partie héros. Chaque personne est le héros de son propre arc narratif et de base, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'en fout complètement de votre marque. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à ce héros? Quelle menace plane sur lui? Et quels événements rendent cette menace réelle? La menace, elle est tout le temps là, au-dessus, mais qu'il y a quelque chose qui va déclencher cette menace. De cette menace, on va arriver à son problème. Donc quel est le problème? Rationnel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va pouvoir vous exprimer, et le problème émotionnel, c'est-à-dire ce qu'il ne vous dira jamais. Et c'est juste ça qui va nous intéresser, c'est d'extraire les moteurs psychologiques. Ok, donc tu essaies de trouver les patterns communs entre le maximum de personas qui nous suivent aujourd'hui, quoi. Et pour comprendre ces problèmes émotionnels, on utilise le concept que j'ai évoqué juste avant, le job to be done. Mais cette fois-ci, on va distinguer 5 niveaux. 1, le niveau fonctionnel de surface. Je veux voir du foot. Ok, c'est très bien, ça ne nous aide pas du tout en marketing. 2, le fonctionnel réel. J'ai envie de me divertir, je veux avoir des émotions. Niveau 3, le besoin émotionnel. Angoisse, frustration, joie, peur, nouveauté, espoir d'apprentissage ou d'accumulation de ressources. Toutes ces émotions qui sont programmées depuis des millénaires dans notre cerveau pour déclencher des actions spécifiques. Niveau 4, le narratif. La justification morale qui légitime la décision. Je mérite bien ça, ou alors c'est aligné avec telle valeur. Et enfin 5, le niveau social, le plus puissant. C'est-à-dire le statut et l'appartenance ou non à un groupe. Pour le branding, on se concentre sur les niveaux 3, 4 et 5. Émotionnel, narratif et social. Maintenant, pour arriver à extraire ces informations, moi j'utilise ici 2 outils. Le Status Game, en référence au livre de Will Storr, qui explique en gros qu'on joue tous à des jeux de statut et qu'il y a 3 types de jeux. La dominance, donc écraser les autres. Le succès, donc s'affilier d'une manière ou d'une autre au prestige. Et la vertu, affirmer une différence morale. On essaie tous soit de gagner en statut, soit de ne pas perdre. Ce qui au passage, selon mon expérience, est souvent beaucoup plus puissant comme moteur. Méfiez-vous des gens
qui avaient un statut, qui l'ont perdu et qui ne l'admettent pas. Deuxième outil, la pyramide de Maslow. Alors c'est un peu caricatural, mais ça hiérarchise 5 besoins humains. Du bas vers le haut, on a le physiologique, manger, boire. Après, on a la sécurité, donc la stabilité. Troisième niveau, appartenance, communauté, amour. Quatrième niveau, reconnaissance. Et cinquième niveau, accomplissement. On est rarement sur des trucs de besoin de manger et boire, mais plus souvent sur appartenance et estime. Et on va voir tout ça en action avec les personas du FC Versailles. Pour décrypter ces arcs, on part des personas et on croise les user research, donc les études utilisateurs, les analytiques comportementales et les enseignements de terrain. Donc enseignement de terrain, ça va être faire participer tous ceux qui sont en contact avec l'audience tous les jours. Donc les commerciaux, le support, les community managers, tout le monde. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. Voilà, donc on a fait ça avec les 14 personas. 5 archétypes universels émergent. Notre but, c'est d'avoir juste les moteurs psychologiques de tout ce bazar là qu'on a. C'est juste de comprendre quel est l'attachement émotionnel et l'aspiration profonde qui est derrière en fait. Donc on va retrouver l'authenticité chez le fan désenchanté, le COP et les lifestyle business. Eux, ils aspirent à retrouver une communauté de valeurs authentiques. Tu vois, quand ils parlent souvent le foot business versus foot traditionnel, ça c'est mon foot, ça je le lis souvent, c'est mon foot. Et leur moteur, c'est statut, vertu, appartenance et peur de perdre son identité. Contribution, qu'on retrouve chez le Early Adopter, le COP, le Wanna COP et le FC LinkedIn. Eux, ils aspirent à participer au récit héroïque. Il y a quand même un truc hyper important, c'est le changement de modèle, participer à faire un nouveau football. Ah ok. Les moteurs, c'est statut de succès, estime de soi et impact durable. Le troisième archétype, c'est l'identité locale. Là, on retrouve le COP, le supporter du 78, et les Versaillais. Là, l'aspiration est plus autour de l'affirmation du territoire, et les moteurs sont l'appartenance, l'identité et la peur de disparaître. Quatrième archétype, l'expérience. Et là, on va retrouver la pragmatique, les followers sur TikTok. L'aspiration, c'est vivre une expérience mémorable et singulière. Les moteurs, statut de vertu autour de la différenciation, plus l'estime de soi. Enfin, un cinquième archétype, l'innovation, qu'on retrouve chez le FC LinkedIn, le Early Adopter et les lifestyle business. Je leur donne accès à des choses auxquelles ils n'ont pas accès et je le fais de manière ultra transparente. Donc, je combats en fait ce système en fait qui est anti-méritocratique, qui est complètement politique, qui est basé sur des castes, etc. Alors même que je suis le plus digne représentant de ces castes-là. L'aspiration ici est de pouvoir s'affilier à quelque chose d'audacieux et disruptif. Les moteurs, le statut de succès, le statut de vertu et l'estime de soi. Le défi maintenant, faire fonctionner une stratégie qui marche avec le maximum d'archétypes simultanément. Mais quand on regarde de plus près, il y en a qui se contredisent. Authenticité plus identité locale, ça nous donne appartenance, peur, nostalgie et donc préservation. Alors que innovation plus contribution est plus dans un esprit de transformation. Donc en fait, on peut pas activer tout ça sans perdre en cohérence. Il va falloir choisir, être radicalement quelque chose. Donc si on récapitule, on a l'ADN, les informations sur le marché et les aspirations de l'audience. Tout ça de façon exhaustive. Mais c'est seulement l'intersection de ces trois entités qui nous permettra de définir qu'est-ce qu'est vraiment le FC Versailles. Et pour ça, il va falloir trancher dans le vif. Dans cette partie, on va faire deux choix radicaux. Choisir notre cœur de cible et choisir nos attributs. Alors, pour qui on fait tout ça? On a identifié 5 archétypes différents qui émergent de nos 14 personas de départ. Mais comme on l'a vu, on peut pas faire une stratégie qui plaira à tout le monde. Avoir un cœur de cible, c'est littéralement dire on choisit ceux-là et pas les autres. Sur les moteurs psychologiques qui ont émergé, on va mettre le paquet seulement sur 3. Moi, je pense que ce qu'il faut garder comme prioritaire, c'est le status game vertu, donc le cœur du positionnement, c'est vraiment le côté vertu. Donc volonté d'être authentique et intègre, rejet du conformisme et du food business, et le désir d'être différent, singulier. Et qu'on va garder évidemment l'association du status game success, être associé à l'innovation, être reconnu comme pionnier, et l'estime de soi, qui est indissociable des deux moteurs précédents. Valorisation comme contributeur à quelque chose de nouveau, reconnaissance de sa singularité, impact visible sur sa transformation. Et voilà maintenant les deux moteurs qu'on a supprimés volontairement. Peur et anxiété, la peur d'être dépassé et obsolète. L'anxiété face aux transformations de la société. La peur de perdre son identité et ses valeurs. Mais aussi la recherche d'une safe place psychologique. On les supprime parce que ça risque de nous enfermer dans une posture réactionnaire. Les gens qui vont être un peu sur la nostalgie, genre c'était mieux avant, des trucs comme ça. On supprime de façon assez contre-intuitive le Maslow appartenance, donc c'est-à-dire le besoin de connexion communautaire. À ne pas targeter spécifiquement, à ne rien faire pour les avoir. Et en fait, le truc c'est que Maslow appartenance, on l'aura de toute façon en fait, on n'a pas besoin de travailler dessus en fait. Et puis d'ailleurs, c'est pas spécialement différenciant, tous les clubs jouent ce truc-là, tu vois. En supprimant ces deux moteurs, on fait un choix radical.
On se concentre uniquement sur 3 archétypes et on assume de désadresser les 2 autres. Voilà les 3 archétypes sur lesquels on se concentre. L'archétype contribution, l'archétype expérience et l'archétype innovation. Les 2 archétypes qu'on désadresse volontairement, l'archétype authenticité et l'archétype identité locale. Concrètement, ça veut dire qu'on désadresse l'appartenance locale des Versaillais historiques et des fans de foot du 78. Non pas par manque de considération, mais plus parce qu'ils sont liés de fait naturellement au projet. On désadresse également le besoin de safe place idéologique et nostalgique. Une définition du cœur de cible a donc émergé, et on part d'une base psychographique pour y ajouter une couche démographique. Donc des jeunes, principalement 16-25 ans, qui aspirent à tracer leur propre voie plutôt que suivre des chemins balisés. Ils recherchent des propositions créatives qui défient les codes établis, non pas par esprit de rébellion gratuite, mais parce qu'ils croient qu'on peut faire mieux. Ils veulent s'associer à des projets qui leur permettent d'affirmer leur singularité, tout en contribuant à construire quelque chose de plus grand qu'eux. Un mouvement collectif porteur de sens et de transformation. Voilà, maintenant pour les attributs, on utilise un jeu de cartes, des grosses cartes, un jeu qui va nous permettre de choisir nos éléments de différenciation sur le marché. Le principe est simple, chaque carte a un attribut au recto, par exemple liberté, et son opposé au verso, dans ce cas, la sécurité. L'objectif, finir avec 6 cartes, juste 6 attributs qui vont pouvoir marquer une position franche. Dire nous, on est à fond sur la liberté, c'est très bien, mais dire on est à fond sur la liberté et on est prêt à faire une croix sur la sécurité, c'est autre chose. La règle d'or de l'atelier sur ces cartes, c'est pas de compromis. Les cartes qu'on garde à la fin sont juste des cartes qui nous permettent de nous positionner, in fine, par rapport à ce qui existe sur le marché. Et c'est parti pour 50 cartes. Émotionnel ou analytical? Les deux. Ouais, les deux. Expérimental ou conventionnel? Expérimental, ouais. Expérimental, ouais. Net, ouais, ça c'est clair. Simple ou complexe? Not relevant. Ouais, un peu... Ok. Curiosité ou certitude? Curiosité, 100-0. Les cartes défilent, certaines passent vite, d'autres créent du débat. Moderne ou vintage? Moderne. Attends, ouais. Non. C'est pas pertinent. En fait, c'est notre yet aussi qui fait qu'on on s'inspire de la... On réconcilie passé, Louis XIV, Versailles, etc., avec ultra moderne. Donc scolaire ou astucieux? Non, opposé à scolaire. Ah, pas différent. Pas opposé à scolaire. Ouais. Vous êtes plus opposé aux conventions qu'aux scolaires. Exactement. À la fin du premier tour, on a une grosse pile de cartes restantes, beaucoup trop. Deuxième tour, on creuse. Pour cette carte-là, je pense qu'on rend l'exclusif accessible. On rend accessible l'exclusif. Vous êtes accessible, oui. Il y a un petit côté exclusif aussi dans le côté mode et lifestyle. Et en fait, le chapeau, j'ai l'impression, hein, arrêtez-moi si je me trompe, mais la valeur chapeau qui justifie ce yet, c'est l'anticonformisme en fait. Ouais. Et c'est l'anticonformisme qui est le plus important finalement comme valeur, parce que c'est ça qui justifie le yet. Donc ça veut dire que cette carte-là, elle a beau être intéressante, l'opposition n'est pas vraiment jouable. Là, ce qu'on comprend, c'est que l'anticonformisme n'est pas un attribut comme les autres, en fait. C'est la valeur chapeau qui aligne toutes les contradictions présentes dans le FC Versailles. Donc, je dois partir dans 13 minutes, me mettre en transport. Ouais, on va essayer de finir en 13 minutes alors, ça marche. Pour le sprint final, c'est là que le cœur de cible devient l'arbitre. Pour chaque carte, on se pose la question, est-ce que cela va résonner avec la cible ou non ? On élimine donc la carte dynamique versus la stabilité. C'est pas du tout un combat pour notre cible. On élimine la carte glamour versus austère. C'est vrai, mais c'est pas du tout stratégique. Et on élimine accueillant versus réservé. Welcoming reserved, oui c'est vrai, mais est-ce que vous vous opposez vraiment au côté réservé ? J'ai pas l'impression, c'est pas un spectre très intéressant. Timeless, je pense que c'est hyper important, parce que c'est justement le grand écart que vous faites. Il reste néanmoins une carte délicate, c'est la sincérité versus le côté malin. La sincérité, qui est une forme de transparence aussi, elle s'oppose à la manipulation. Et en fait, je me demande si ça, c'est pas moins puissant, la sincérité versus la manipulation, que l'opacité, de façon générale. Parce qu'en fait, dans l'opacité, il y a deux facteurs. Il y a soit l'opacité volontaire, je fais des ballons, soit l'opacité involontaire. Mais l'opacité volontaire, qui est de la manipulation, elle est déjà là. Donc pour moi, en fait, l'ennemi clever, il est là. Il est dans le côté opacité volontaire. Et la sincérité, qui est ici, la sincérité qui est là, elle est aussi présente dans le côté à qui on peut s'identifier. Donc j'ai l'impression, alors si vous êtes d'accord avec moi, que ça, c'est plus puissant que ça.
et que celui-là, on peut l'enlever. Et du coup, on l'enlève, parce que cette sincérité omniprésente est déjà exprimée dans une autre carte. Et là, on arrive du coup à 6, et donc c'était l'exercice, il fallait arriver à 6 cartes. Donc on a nos 6 cartes de cet exercice. Voici les 6 attributs finaux à l'issue de cet exercice. Transparence versus mystérieux, curiosité versus certitude, bourgeonnant versus accompli. Et c'est pour ça que c'est pas grave quand des gens disent « Ah, ils y connaissent rien au foot ». Expérimental versus conventionnel, mémorable versus routinier, et intemporel versus actuel. Ces 6 cartes, c'est pas juste des attributs sympas. Il s'agit de 6 axes sur lesquels le FC Versailles va se positionner par rapport au marché. Ces attributs ont l'avantage de résonner avec les aspirations du cœur de cible, et ils racontent la même histoire. La construction en totale transparence, l'expérimentation sans peur, l'envie de marquer les esprits tout en respectant l'héritage. On a notre cible, on a nos attributs. Maintenant, il faut tout assembler dans le MVB, le cahier des charges de notre stratégie. Le problème, c'est qu'on a trop de matière. Des dizaines de valeurs, d'ennemis, d'armes potentielles. Si on garde tout, on n'a rien. Donc l'idée, c'est de transformer un peu tout ce bordel en 3 documents de synthèse qui vont constituer le Brain Book. Le MVB, le mapping concurrentiel et la Brain Story. Le MVB pour Minimum Viable Brain, c'est notre version droit au but d'une plateforme de marque. Donc pas 60 pages de jolies valeurs, mais un condensé de valeurs ennemies, armes, missions, tonalité, apparence. Donc le processus, passer au tamis tous les éléments résultant des sessions précédentes et garder l'essentiel, en fusionnant des trucs et en supprimant des trucs. J'ai quand même l'impression que intégrité est un peu fourre-tout. Je trouve que intégrité, dedans, tu as alignement parole les actes, tu as la proximité, tu as la transparence, tu as l'authenticité. Je me demandais, est-ce que c'est pas certaines de ces sous-valeurs qui sont des vraies valeurs à part entière, tu vois. Voilà ce qu'on a gardé. Les valeurs. Premièrement, bold, audace. Ça veut dire impact transformateur, créer des précédents qui changent les règles. Exemple, le salary cap, le modèle de détection des joueurs. Ouais, Kevin Nadjer en Feyenoord, en fait, quand on a fait son transfert, maintenant, tu as des demandes de scouts de un peu tous les pays qui viennent voir les matchs nationaux parce qu'ils disent « Attends, si Feyenoord, eux, ils vont aller chercher des petits joueurs comme ça. » Il y a plein d'exemples. Aujourd'hui, tu as Kuzanov qui a été récupéré il joue au Kazakhstan et qui a été vendu à Manchester City, etc. Ça contribue à changer la vision du recrutement dans le foot. Ne jamais accepter l'impossible, transformer chaque c'est impossible en opportunité, donc le club sans stade, la vente de maillot d'un club de national, le recrutement d'un entraîneur sans diplôme. Ça veut dire aussi l'exécution singulière. Chaque action doit surprendre, pas pour le spectacle, mais pour créer quelque chose de mémorable. Du contenu TikTok décalé, une série sur Canal+, des maillots de Ted Philippakos. Et puis aussi une audace intellectuelle. Mais cette critique du système est forcément conditionnée au fait de prouver d'abord. Deuxième valeur, la rigueur. Alors dans les termes de branlette de start-upper, on va parler de growth mindset, c'est-à-dire remettre en question plutôt que suivre des certitudes, avec la curiosité comme antidote au conformisme. Par exemple, rendre public des erreurs, comme le coût des maillots par exemple. On pensait que les infrastructures, au final, c'était pas un sujet qu'on pouvait s'en passer en jouant à jambouin, de pas avoir d'ancrage territorial. Merde, on s'est rendu compte que c'était une belle connerie. Tu vois, un mec comme Salomon, qui est un leader charismatique, mais qui en même temps est en mode grosse mindset, qui accepte toutes ses faiblesses, c'est rare. C'est pas un profil que j'ai croisé, moi, des milliers de fois dans ma vie, tu vois. La rigueur, c'est aussi la rigueur du raisonnement, donc des décisions rationnelles basées sur des données, pas sur une intuition ou sur ce qu'on a toujours fait. C'est aussi la responsabilité et l'alignement. Les actes doivent suivre les paroles. Zéro hypocrisie. Les dirigeants doivent être les premiers arrivés, les derniers partis, et être transparents sur les échecs comme sur les succès. Enfin, la rigueur, c'est aussi le respect des limites, avec des standards non négociables et des sorties immédiates si transgression il y a. Troisième valeur, la considération, donc l'accessibilité fonctionnelle. La transparence radicale n'est pas un gadget marketing. Donc je pense qu'en interne, c'est un niveau de transparence, d'honnêteté, de sincérité qui est à 100%. Et en externe, on essaie de pousser le curseur de plus en plus loin. C'est aussi l'accessibilité émotionnelle, donc de la proximité, des interactions directes sans filtre. La considération, c'est aussi la libération des potentiels, comme donner leur chance à des profils atypiques. La considération, c'est aussi la bienveillance active, donc créer des ponts plutôt que des silos, avoir une mixité intentionnelle, un respect des singularités. Et pour finir, la considération, c'est l'intégrité, donc incarner les valeurs dans chaque comportement. Les ennemis du FC Versailles, on l'a évoqué, mais c'est d'abord le conformisme. Et en fait, Alexandre, c'est l'anticonformisme par nature. La routine qui tue l'émotion, l'enfermement dans des cases, la peur de déranger, l'innovation de façade. On veut pas innover pour innover, tu vois, le côté disrupter pour disrupter, innover pour innover, ça nous intéresse pas. Et enfin, le dogmatisme et les certitudes. Deuxième ennemi du FC Versailles, le rejet de l'autre, le clivage.
Donc le clivage, l'entre-soi excluant, l'exclusivité qui renforce les barrières et les fossés entre communautés. On s'est dit qu'aujourd'hui, notre combat, c'était le vivre ensemble. Et que du coup, c'est pas forcément une question d'orientation politique, etc. C'est plutôt de combattre les gens qui créent des clivages et de la polarisation. Maintenant, pour combattre ces ennemis, il faut des armes. Et les armes du FC Versailles sont les suivantes. Le fameux YET, l'association des opposés. Donc du coup, le YET, c'est créer des expériences qui transcendent les oppositions. Donc ça veut dire pont entre des univers quand il y en a fait ensemble, synergie inattendue et innovation par la fusion. Deuxième arme, la proposition extraordinaire. Essayer de créer du mémorable systématiquement. Pour aller plus vite que les autres et pas faire comme tous les autres clubs de foot, il fallait faire des choses inattendues et auxquelles les gens pensaient pas qu'un club de foot pouvait le faire. Donc c'est pour ça que je me suis plutôt positionné comme un créateur de contenu et pas comme un club de foot. On va publier que des actions de match, que des vidéos de l'entraînement, mais vraiment comme un créateur de contenu qui parle de ce qui peut lui arriver dans sa vie, mais tout en le rattachant toujours au foot. Donc création d'un moment unique à chaque point de contact, innovation permanente et recherche de l'unique. Enfin, la troisième arme, la co-création. L'implication active de toutes les parties prenantes, la transparence radicale sur les choix et la construction collective. C'est l'autonomie laissée à la créativité à des gens qui n'en bénéficient pas habituellement. Tu peux faire en un mot si ça existe. Pour la mission, on en parlera juste après dans la Brand Story. La tonalité, c'est comment la marque parle. Pour le même message de fond, on a deux impacts différents. Nous allons améliorer les axes d'amélioration. C'est pas pareil que on a perdu, on analyse pourquoi et on corrige. Donc les attributs de la tonalité sont d'abord cash, qui est une expression de la valeur considération, accessibilité fonctionnelle et transparence radicale, et le combat contre l'ennemi hypocrisie langue de bois, qui exige un style direct et factuel. Des phrases courtes, on tourne pas autour du pot, mais attention, faut éviter l'arrogance. C'est un peu lié à la transparence, mais c'est plus le respect et l'honnêteté de se dire les choses, de ne rien cacher. Deuxième attribut de la tonalité, l'informel. Et c'est une expression de la valeur considération également. Et ça vient renforcer l'accessibilité émotionnelle. Donc on va chercher un ton naturel et proche pour créer une connexion. On dit plutôt on plutôt que nous, langage quotidien, on écrit comme on parle. Dernier élément de la tonalité, facétieux. Et ça, c'est une expression de la valeur bold, donc exécution singulière, et l'anticonformisme. Et ça demande une tonalité qui surprend et qui se démarque. Un peu provocateur. Il y a un côté un peu provocateur quand même. Sourire en coin. Voilà. Sourire en coin. Qui fait que ça désamorce toujours la distance qu'il y a entre la personne qui lit et la personne qui a créé le contenu. Donc humour en pointillé, autodérision, antiphrase, mais jamais de sarcasme méchant. Il s'agit là de guidelines à appliquer à chaque prise de parole, à l'écrit comme à l'oral. Dernier élément du MVB, l'apparence, donc comment la marque se montre. Et ça se choisit pas parce que c'est stylé, ça découle également des autres éléments du MVB. Et on a 3 consignes à respecter pour l'apparence. Premièrement, brut et raffiné. Là, on retrouve ce fameux YET et l'essence même du FC Versailles. Donc, association inattendue entre l'authenticité brute à la courte rajmée et une esthétique plus sophistiquée. Il faut jamais que ce soit l'un ou l'autre, il faut les deux. Donc une belle photo technique, mais qui va magnifier l'effort et la sueur, par exemple. Deuxième consigne, moderne et minimaliste. Là, c'est la valeur rigueur, qui s'exprime visuellement par l'efficacité et la clarté, donc design épuré, pas de superflu, et palette restreinte, avec des légères réinterprétations d'éléments historiques. Enfin, la dernière consigne, c'est une intention cinématographique, et c'est lié à l'arme proposition extraordinaire. Et là, le but, c'est d'avoir un traitement visuel qui va magnifier les moments émotionnels. Voilà, donc on a nos éléments du MVB, et c'est le squelette. Maintenant, on va lui donner corps avec la Brand Story. La Brand Story, c'est pas juste ce que vous faites, c'est pourquoi vous le faites et comment vous le faites différemment. Et c'est pas juste pour faire joli en fait, c'est un peu la colonne vertébrale de toute votre stratégie business long terme. Ça donne une cohérence dans l'évolution de vos offres et tous les futurs produits de la marque. C'est ce qui permet de structurer votre mission et d'encapsuler chacun de vos produits dans l'arc narratif de la marque. Alors ça sert pas juste à remplir une page Qui sommes-nous, c'est un socle commun de référence pour tout ce qui est storytelling, relations presse, ressources humaines en interne, quand quelqu'un est invité dans un podcast, quand simplement un employé raconte à un ami
à lui le but de l'entreprise, c'est donner à tout le monde une histoire claire. Simon Sinek avait popularisé le concept du Golden Circle. Donc pourquoi, comment et quoi, le why. Dans ma version, j'ajoute juste au-dessus le qui. Pour moi, on présente d'abord les personnages. Le but, c'est de créer de l'identification, de l'empathie. Après, c'est beaucoup plus simple de s'engager émotionnellement dans l'histoire. Donc qui, les personnages et leur histoire, qu'est-ce qui les anime, pourquoi, donc quelle est la vision, pourquoi on fait ça, quels sont les objectifs, comment c'est la mission, comment on compte faire pour y arriver, et quoi c'est l'offre, qu'est-ce qu'on propose concrètement. Alors donc, quelle est la brain story du FC Versailles? Commençons par qui sont les personnages. Bien sûr, on va prendre que les parties de l'ADN utile, celles qui résonnent avec l'audience et qui vont permettre de se différencier. J'ai une énorme liste de trucs qui ne serviront jamais. Et quand j'avais 15 ans, en fait, j'étais dans le top 50 des skyblogs en France. On revient d'Italie parce qu'on a vécu entre 94 et 96 en Italie, donc ça devait être décembre 96. Donc je vous présente directement ce que j'ai retenu, c'est-à-dire quelques éléments signifiants mais qui ont du sens. Bon alors comme je le disais, il y a le fameux Yet. Ces deux gars-là devraient pas être ensemble normalement. C'est une anomalie et l'histoire commence comme ça. Alexandre Mullier, héritier d'un empire, et Fabien Lazare, fils d'agriculteur. Deux hommes que tout oppose. L'un vient du monde de la grande distribution, l'autre vient du monde agricole. Alexandre est né dans une grande famille industrielle française, Auchan, Decathlon, tout ça. Mais au lieu de suivre le chemin tracé, sa curiosité l'a toujours poussé à remettre en question les évidences. Dans ma tête, c'était jamais je bosserai dans un grand groupe. Jamais. Et encore moins dans le groupe de mon grand-père. Fabien, lui, vient d'un autre monde. Fils d'agriculteur dans le sud, major de sa promo en prépa, il a grandi entre des mondes qui se croisent quasi jamais. La terre et l'excellence académique. Le football et les études. Le sud et le nord. Bon, en gros, ce qui est vrai, c'est que moi, en vrai, j'aurais peut-être jamais dû être là avec vous, à parler de ce sujet d'un club de foot. Tu veux dire que tu n'aurais jamais dû, par rapport à ta famille, être propriétaire et dirigeant d'un club de foot? Bon, de tout ce que j'ai fait, en fait. Malgré leur parcours totalement différents, ils se rejoignent sur deux valeurs essentielles. La bienveillance et le dévouement. Pour eux, les plus grandes réussites naissent quand on permet à chacun de développer son potentiel unique au sein d'un collectif fort. Et ensemble, à Auchan, ils ont mis ces convictions en pratique. Ils ont transformé l'entreprise à travers la responsabilisation des équipes et le développement individuel. En 11 mois, ils ont réussi à inverser 9 années de déclin. On avait quand même réussi à fédérer une grande partie de la boîte parce qu'on avait toute la partie de l'exploitation qui était totalement en phase avec le projet qu'on prenait. Le projet qu'on prenait, c'était un projet de relance commerciale qui était du bon sens, en repartant du client. Moi, je pense que c'est la motivation des gens qui a fait qu'ils ont mieux fait leur taf, ils ont cru. Trop radicaux, trop différents, ils se heurtent à une forme d'immobilisme. Un système qui n'est plus celui de l'entrepreneuriat au cœur de la culture d'Auchan. Maintenant, le pourquoi, la vision. Ça commence par un constat. Notre société est figée, enfermée dans un conformisme où les cases préétablies dictent les trajectoires. Les certitudes l'emportent sur l'expérimentation et les frontières se rigidifient. L'objectif, réconcilier des mondes que tout oppose. Une fois qu'on a posé ça, le pourquoi, on doit donc dire comment on compte faire pour atteindre ces objectifs. Le how, donc. Autrement dit, la mission du MVB qu'on n'a pas remplie tout à l'heure. La mission crée une force collective en développant chaque singularité. Pas de hiérarchie toxique, pas de star d'un côté et larbin de l'autre. Joueurs, staff, supporters, partenaires, ville, followers, tous utiles, tous acteurs, tous engagés. En fait, le moyen qu'est l'équipe pour bousculer, il est absolument central pour moi. Développer les gens, c'est le cœur de notre modèle. On déploie donc la mission avec les armes du MVB, co-création, proposition extraordinaire et Yet, pour réaliser la vision. Le Yet étant central pour créer des ponts. La co-création passe, elle, par la transparence radicale, sur les choix, les succès, les échecs. Si on prend cet extrait de la série sur Canal+, qui montre les erreurs faites dans la projection des ventes de maillots. Même si les commentaires se moquent, qui dira que l'exercice de transparence et de sincérité n'est pas réussi? Enfin, la proposition extraordinaire passe par la création systématique d'expériences mémorables. Est-ce que vous avez remarqué que pour le moment, j'ai toujours pas parlé de foot dans cette brand story? C'est normal parce que le foot arrive que dans la partie what, le quoi, c'est-à-dire ce qu'on propose à l'instant T. Donc le what, c'est un club de foot qui crée des émotions intenses. Donc un club de foot qui joue en national et qui ressemble à aucun autre. Si tu assistes à un match, tu regardes pas juste un match de foot, mais tu participes à une aventure collective, où tout est documenté, partagé, co-construit. Concrètement, le but, c'est de tendre vers des matchs qui sont des expériences mémorables, une transparence totale sur toute la construction du projet, des formats innovants qui n'existent nulle part ailleurs, et une vraie possibilité de co-construire et d'avoir un impact. Les émotions ne sont pas une résultante, c'est ça le produit. Et dans ce what-là, les émotions
sont produites par un club de foot. Seule la création d'émotions peut réconcilier des mondes que tout oppose et créer cette force collective. Maintenant, si on se concentre sur ce Watt-là, le club de foot, il faut comprendre comment le FC Versailles se positionne par rapport aux alternatives actuelles de la catégorie. C'est important de faire le mapping concurrentiel après la brand story parce que le why et le how sont universels. Ils pourraient s'appliquer à plein d'autres what, plein d'autres quoi. Là, on a un club de foot, mais ça pourrait être un média, une marque de fringues, un label de musique, etc. Le mapping concurrentiel se fait sur une seule catégorie spécifique. Ici, on va prendre les événements sportifs en Ile-de-France. Pour l'exemple, prenons une partie des concurrents directs et indirects, avec les événements sportifs principaux qui se battent pour l'attention du public parisien. Le mapping concurrentiel, c'est choisir 2 axes de différenciation parmi les attributs du MVP. Et l'objectif, c'est que ce soit les attributs les plus importants pour le cœur de cible, qui créent la plus grosse différenciation avec le marché, et qu'ils soient défendables dans le temps. Voilà les 2 axes choisis. Donc transparence, loin devant, il y a personne qui fera aussi bien, excepté 2-3 posts behind the scene vite fait. Et l'expérience singulière, justement, c'est l'idée de la pousser vraiment au max. Le premier axe, ça va être la transparence versus l'opacité. À l'opposé du spectre, on a la communication contrôlée, les coulisses cachées, l'opacité du foot business, quoi. Axe numéro 2, l'expérience standard versus l'expérience singulière. À l'opposé du spectre, on a tout ce qui est banal et prévisible, les formats conventionnels, quand ça ronronne, quoi. Pour nous, le plus important était d'avoir pris ces 3 points. C'est important de prendre les 3 points. C'est le plus important de porter les 3 points à la maison. Une fois qu'on a ça, on va positionner tous les concurrents par rapport au FC Versailles. Donc en bas à gauche, on va avoir le PSG, le club mondialisé avec la communication lisse et contrôlée, le Paris FC qui a une approche plutôt conventionnelle, sans vraie différenciation pour le moment. Dans le cadran haut gauche, on va retrouver le Stade Français, le Red Star, qui propose des expériences un peu singulières, mais sans transparence. Et puis dans le cadran haut droit, on va retrouver le Paris Basketball, qui arrive à créer une expérience d'une singularité assez folle, et la position espérée du FC Versailles, qui est transparence radicale, expérience mémorable. Bien sûr, au cours de cette session, l'équipe a challengé le positionnement proposé. C'est le positionnement espéré, hein, c'est pas l'actuel. Hein. C'est-à-dire qu'actuellement, en fait, Paris Basket est plus singulier, et on est un peu plus transparent, mais on est plutôt là, quoi. Avec ce mapping concurrentiel, le FC Versailles se positionne comme numéro 1 de 2 sous-catégories. La sous-catégorie club transparent. Parce que building public, c'est montrer ce que tu vas faire, c'est le niveau d'au-dessus de la transparence. Et la sous-catégorie expérience sportive singulière. Ces 2 axes sont donc des variables de différenciation qui répondent aux frustrations du cœur de cible, s'alignent avec l'ADN d'Alexandre et Fabien et la culture infusée, créent un gap sur le marché et sont défendables dans le temps. Le but de cet exercice n'est pas d'avoir raison, mais de formaliser et d'estimer si la différenciation est suffisamment importante sur le marché et de savoir sur quoi appuyer pour se démarquer. Vous l'aurez donc compris, avec l'articulation du pourquoi, comment et quoi, le club de foot n'est qu'un des produits proposés par la marque FC Versailles. On est une usine à produire des émotions. Plus précisément, on est une usine à produire des émotions et aujourd'hui, on a fait un gros travail d'organisation de la boîte par flux de valeurs et on considère donc que ces flux de valeurs, c'est un peu comme des usines et on a 8 usines différentes. On peut décliner une quantité infinie de quoi du moment que ça produit des émotions intenses, créant une force collective pour réconcilier des mondes opposés. Chacun de ces quoi doit être un catalyseur d'émotions. Le quoi club de foot reste la pierre angulaire pour 3 raisons. Premièrement, le foot est le miroir de la société. Ce qui s'y joue reflète et amplifie les dynamiques sociales, les clivages et les aspirations collectives. Aussi, le nom cristallise la mission. Le FC Versailles incarne à lui seul l'association de 2 mondes opposés, le château et le terrain vague, l'excellence et la rue, le prestige historique et le populaire, l'héritage et la modernité. La société d'aujourd'hui, quoi. 3e raison, le foot génère des émotions universelles. C'est un langage commun qui permet de rassembler au-delà des différences. Alors, le FC Versailles, c'est quoi ? La marque FC Versailles n'est pas un club de foot. C'est un producteur d'émotions collectives qui vise à devenir un mouvement à impact social et transformation culturelle. Voilà, c'est ça le FC Versailles. Maintenant qu'on a formalisé la stratégie et qu'on sait où on va, c'est loin d'être suffisant. Le jeu du branding, c'est la perception. On ne dit pas « nous sommes transparents », l'audience doit le savoir. Le pourquoi, la mission, le yet, la proposition extraordinaire, la co-création, tout ça doit transpirer à travers des actions concrètes. Et désormais, l'enjeu est l'expression de cette stratégie. Who you are is what you do. En gros, la culture, ce qu'on va dégager, autant en interne qu'en externe, en réalité, c'est ce qu'on va faire ou ce qu'on a fait
dans le club ou par le passé, ou ce qu'on n'a pas fait. Comment va-t-on faire ressentir nos intentions? Et c'est d'autant plus important qu'on ne parle pas que de followers ou de supporters. On parle d'aligner toutes les parties prenantes, toutes les équipes, et surtout les joueurs, dans ce quoi en particulier. Parce que sans une identité forte, sans des joueurs qui s'arrachent tous les jours pour défendre les couleurs, c'est mort. Les joueurs doivent être les premiers à comprendre l'intention. Il y a donc un défi super important à exprimer cette stratégie sur le sportif, pour que ce soit applicable pour eux, et d'avoir une communication officielle, en interne comme en externe, qui aligne tous les collaborateurs, partenaires et supporters. Pour ça, on a commencé à travailler sur un MVB sportif. L'une des problématiques, c'est que nos joueurs, en jouant à Versailles, ne savent pas pour qui et pourquoi ils jouent. On a commencé à travailler sur un manifeste, une version plus impactante et un peu moins un bullshit de start-up. Un manifeste avec 11 commandements à respecter. Plus tangible, avec du wording qui permet de comprendre le comportement à adopter. Ou des exemples. Avec des exemples. Le slogan, c'est bon, on l'a trouvé. Ça, c'est le slogan du club. C'est les comportements qu'on veut voir. C'est ça que vous avez produit aujourd'hui. Seuls les guerriers seront rois. On doit aussi instaurer des rites, des symboles, des héros, c'est-à-dire reprendre les 11 commandements du manifeste et se demander quel type d'action concrète pourrait être mise en place pour les joueurs, pour les collaborateurs et pour les supporters. Par exemple, pour le commandement numéro 2, on ignore les statuts et les clans. Pour les joueurs, ça pourrait être l'exercice du duo improbable. Chaque semaine, confier une mission à un duo de joueurs volontairement improbable. Titulaire remplaçant, ancien nouveau, défense-attaque, français-étranger. Une mission pour créer ensemble un exercice d'entraînement qui améliorera un point faible de l'équipe. Ce même commandement pour les employés, ça pourrait donner la réunion nomade. Chaque semaine, la réunion de direction se fait dans un lieu différent. Vestiaire, bureau de la compta, local d'entretien, cuisine, avec les employés du lieu invités à la réunion. Pour les supporters, ça pourrait être le banquet versaillais. Un dîner annuel avec un mélange intentionnel de supporters, de joueurs, de staff, de dirigeants. Et bien entendu, il y a aussi le sujet de l'expression du branding en pilier de contenu pour dérouler une stratégie de contenu multicanal. C'est absolument incontournable parce qu'une stratégie de contenu permet de répéter dans le temps les attributs de branding et donc de faciliter l'identification, la mémorisation et la préférence. L'expression du branding du FC Versailles, ça méritera une seconde vidéo à suivre.